Du sport sur la une dans un petit instant avec Sport Dimanche Soir. Jean-Michel Lelio fait le point sur les événements sportifs de ce week-end et reçoit Laurent Fignon. Pour être smart, sans être british, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une, c'est la une. C'est la une. Les sols, relax. Il y a l'Avax. L'Avax l'avait fait briller tous les sols d'un seul coup. Oh la Vax. Relax. Il y a l'Avax. Oh la Vax. C'est propre et ça brille. Relax la Vax. Super lavant, très très brillant. Merci Johnson. « 10 minutes pour faire des profiteroles ?» Pâtisserie Kitalza, c'est pas difficile. Verre après verre, jour après jour, l'eau d'Evian vous apporte sa force et son équilibre. Evian, la force de l'équilibre. Allô, chérie? Ah, non, non. Ici, c'est une chaussure Arbel. Chaussure Arbel. Le fondant, la saveur, l'onctuosité, l'arôme, tout le plaisir, tous les plaisirs d'un chocolat de grande origine. Nestlé Dessert. Nestlé, c'est fort en chocolat. Monsieur de Fursac. Monsieur de Fursac, la griffe de l'homme. Voilà le ton, petit navire que nous rapportons du grand large. Il est riche des saveurs de l'océan, petit navire, ah quel ton étonnant. Petit navire, le ton au bon goût du large. Alors, combien aujourd'hui? 3. 2 sur le front, 1 sur la joue. Regarde, je vais t'aider. J'ai une mousse en équation pour l'hygiène quotidienne de la peau. Tiens, ça s'utilise comme du savon, chaque jour. Équation. Gel moussant antibactérien, assainit la peau, élimine les impuretés. Équation. Pour l'hygiène quotidienne des peaux sujettes à boutons et points noirs. Carré des épaules, bâti pour gagner. Les forts en goût défient la soif. Tous les goûts sont permis. Les forts en goût de Tesser, c'est carré, c'est super. Le rétracteur Wilkinson, à 2 lames rétractables. Le rétracteur, même quand il sert plus, il sert encore. Wilkinson, les fines lames d'aujourd'hui. Délicieux. Tana de chocolat. Côté biscuit, je craque. Côté choco, y a tout ce qu'il faut. Délichoc, le biscuit qui n'a que des bons côtés. Faites comme nous en Auvergne. Achetez une cuisine Espalux. Espalux, les bonnes cuisines d'Auvergne. Chez nous, un chou, c'est un chou. Chez votre spécialiste Honda Jardin. Pâtisserie Kitalza. C'est pas difficile. C'est irrésistible. Déodorant Narta. Dès le matin, je suis Narta. Narta. Moi, je suis fraîche et ça se voit. Narta. Toute la journée, fraîcheur Narta. Narta. Moi, je suis fraîche et ça se voit. Narta. Toute la journée, fraîcheur Narta, déodorant Narta. NCR Informatique. Pour gagner en puissance, en souplesse, en perspective. NCR Informatique. Né pour gagner.
Vous êtes sûr que votre assurance vous va bien? Et votre contrat, est-il vraiment taillé pour vous? À la France, nous savons faire des assurances sur mesure, parce que vous êtes unique. La France Assurance. Satin de Claude. Maintenant, faites-le en satin. Jusqu'ici, quand on avait envie de gâteau, ça n'était pas toujours très commode. Maintenant, il y a Yes, un petit gâteau moelleux, un cœur de mousse. Yes de Nestlé, sans assiette ni fourchette, à la noisette ou au cacao. Un enfant qui meurt de faim, c'est si difficile à imaginer. Faites un effort. Imaginez votre enfant qui mourrait de faim. Nous avons une chance, la chance de lui donner à manger. Achetez le trèfle à 4 feuilles du Comité français contre la faim. Il est en vente dans toutes les boulangeries et pâtisseries. 50 francs. Pour 50 francs seulement, cet enfant vivra. Pensez-y. Claudie Criquet-Lyon, roi des Flandres. La France cherche des crosses. L'OM lave encore plus blanc. Notre invité Laurent Fignon, qui sort de l'ombre et fait le point avec Jean-Michel Lelio. Oui, bonsoir, il est là, Laurent Fignon, avec nous, parce qu'il n'était pas aujourd'hui au Tour des Flandres, et il n'était pas non plus au Grand Prix de Rennes, faisant partie, vous le savez, des pilotes, comme l'on dit aussi en cycliste de notoriété. Il avait l'interdiction de courir ailleurs, puisqu'il était absent du Tour des Flandres. Mais, une fois n'est pas coutume, nous allons ouvrir cette émission avec une rubrique télévision. Vous savez que vendredi, la CNCL s'est réunie à écouter les repreneurs potentiels de TF1 et que samedi, la chaîne a été attribuée au groupe Bouygues. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il était 16h14 vendredi. M. Bernard Tapie, président de l'OM et de Bernard Hinault, parlait justement sport et télévision. Écoutez, Bernard Tapie, il définit la politique du sport. C'est forcément un élément passionnel, mais qui ne doit pas nous faire éviter de rester un peu raisonnable. Et c'est vrai que les chiffres qu'on entend aujourd'hui sont de nature à nous donner un peu le vertige. Car si j'en crois les informations que nous avons, pour le seul football, il faudrait pratiquement consacrer l'intégralité du budget pour avoir le droit de passer des images de football sur nos chaînes. Et ça, le problème sera posé à tout le monde. Le sport est privilégié pas seulement parce que les téléspectateurs l'aiment. Il est privilégié parce que c'est lui qui donne la culture de la chaîne avec les émissions culturelles. C'est lui qui fait qu'on donne envie aux jeunes de pratiquer le sport. C'est lui qui fait qu'à un moment donné dans la vie, les gens se passionnent. C'est rare que les Français se passionnent autant que pour la retransmission d'un tournoi des 5 Nations ou d'un match de football de Coupe du Monde. Donc quand de temps en temps on peut réveiller chez eux un peu d'enthousiasme, eh bien ça fait du bien, je dirais, à tout le reste des programmes. Alors pour nous, le sport en général, la une, c'est des sports forcément événementiels importants. Dans l'escalade à laquelle nous parlions, il y a le championnat de France de football. Je ne crois pas que ce soit essentiel pour la une. La une, par contre, ça doit être l'équipe de France de football. Ça doit être la Coupe du Monde de football. Ça doit être la Coupe d'Europe de football. Et je pense que des accords doivent être pris avec d'autres chaînes pour qui le championnat de France de football est un support complémentaire ou qui est un support suffisant, entre guillemets. Donc je crois que la gestion du sport sur l'antenne dépend de la stratégie globale qui repose chez nous sur la nécessité d'être présent parce que leader sur les grands événements, mais aussi la nécessité du devoir d'amener les jeunes vers le sport et de les amener vers une hygiène de vie. Vous le savez, plus un sport ne peut exister s'il n'est pas télévisuel.
Alors ça ouvre là aussi la nécessité de faire un effort très important. Si on veut qu'il y ait moins de concurrence entre l'événement vécu et l'événement télévisé, il faut se servir de cette magie électronique. Il faut se servir de toutes les facultés qu'une caméra possède. C'est étonnant de voir comme on peut voir une simple course cycliste d'une manière différente lorsqu'on est spectateur ou lorsqu'on est téléspectateur. S'il s'agit de faire de la télévision un instrument de témoignage de ce que le spectateur voit, forcément, lorsqu'il est derrière sa télévision, il n'est pas sur l'événement. Donc il y a concurrence. Mais lorsque la télévision sait prendre telle partie de l'événement pour le montrer sous un aspect inhabituel, sous un aspect pédagogique, autrement dit pour en faire la promotion, il y a un complément formidable entre la télévision et l'événement lui-même. Et enfin, et je terminerai, il y a tous les petits sports, ceux qui ne sont pas connus, et qui sont nécessaires à un équilibre collectif. Et là, on rejoint un peu la préoccupation de Mme Tasca tout à l'heure. Quand on est la grande chaîne de télévision qu'est la Une, il faut de temps en temps savoir oublier l'audimat. Il ne faut pas être tout le temps les yeux fixés dessus, car elle peut se permettre le luxe de temps en temps de faire passer un match de pelote basque. Elle peut de temps en temps se payer le luxe de passer une compétition d'aviron. Car si les amateurs, qui forment l'essentiel de notre noyau sportif, sont délaissés au profit des sports professionnels, il n'y aura plus de sport professionnel. Et lorsqu'on sait l'importance de l'image d'une nation sur l'extérieur, vous voyez les résultats de la Coupe de l'Amérique et les retombées économiques sur l'Australie, on ne peut plus éviter de considérer le sport comme un vecteur essentiel du développement économique d'une nation. Donc TF1, c'est la promotion des sports, un peu, il faut bien le dire, délaissés par, je dirais, la plupart. Ce qui m'intéresse à la télévision, c'est un peu de distraction. Éventuellement, c'est du sport. Éventuellement, ce sont des magazines ou encore des grands moments de l'actualité. Voilà, et si une politique sportive avait pu être appliquée sur TF1, chaîne publique, on le doit, et j'en profite pour le remercier, au président Bourges, on l'a aussi au comité des programmes de la chaîne, à Pascal Joseph, à Maurice Bruzek. Ils ont dû prendre des décisions concernant le sport, et je crois que le sport a bien existé sur notre chaîne, en souhaitant qu'il continue évidemment avec ceux qui demain vont devenir ce que l'on a appelé les repreneurs, à savoir le groupe Bouygues, en particulier Bernard Tapie. Il a parlé d'ailleurs, Bernard Tapie, de cyclisme, et cet après-midi, vous étiez devant votre écran sur TF1 dans le cadre de Sport Dimanche pour voir le Tour des Flandres, la première grande classique de la saison, classique d'avril, avant Paris-Roubaix, avant Liège-Bastogne-Liège, et tout de suite, vous allez voir des images qu'on appelle presque chaque année d'anthologie, mais elles se ressemblent un peu. Il faisait beau, c'est étonnant, un Tour des Flandres un peu inhabituel, des images de l'échappée matinale, c'était Jesper Skibbe. C'est un Danois et vous allez le voir, non seulement il tombe dans le Koppenberg à 205 km du départ et 69 de l'arrivée, mais en plus la voiture va passer sur sa machine. Merci monsieur le chauffeur, vous êtes très gentil. Non seulement il va être rejoint, le Danois, mais en plus il sera obligé de continuer à pied alors que derrière la meute est à ses trousses. Vous voyez en particulier dans l'ascension de ce Koppenberg, tout de suite à droite Bauer, à gauche avec son maillot jaune Kelly, dans la route Kelly, Van der Arden. Ils sont déjà tous là avec en particulier Roux, Sergent, Van der Poel, et c'est l'habituel désordre, j'allais dire l'aimable désordre, alors que les pavés aujourd'hui étaient secs derrière, ceux qui tombent volontairement pour provoquer les cassures et ceux qui tombent involontairement et qui gênent évidemment les poursuivants. Si bien que dans ce groupe de poursuivants, il y aura déjà des battus, comme en particulier les frères Madio, qui vont accuser tout de suite avec Phil Anderson un retard de 1,15. Devant, que se passe-t-il? On s'approche d'un autre mont, vous savez que c'est la chevauchée de berg en berg, de mont en mont, et il y a Van der Arden avec Van der Poel, le vainqueur de l'an dernier qui avait surpris Kelly justement, que voici au sprint. Kelly qui a l'air très facile, qui ne prend pas des relais très probants d'ailleurs. Il y a également dans ce groupe Van der Poel, Kelly, je vous l'ai dit, Van der Arden, Ludo Peter, Sergent, Bauer que voici qui s'interroge encore sur la suite des événements. Il y a, vous allez le retrouver à l'arrière, Crick et Lyon qui ne mène pas et Steven Rox qui est en serre-fil. Donc ils sont à peu près 8, ils seront un peu plus loin derrière 10. Mais voici que se présente le Tyenberg, 211e kilomètre, 62 km de l'arrivée. Tout à l'heure c'est Kelly qui faisait le forcing. Maintenant, alors qu'il n'y a plus d'échappée, c'est Crick et Lyon qui se retourne pour voir les dégâts provoqués. Il ne s'agit pas de démarrer, il ne s'agit pas de provoquer les sélections, il s'agit dans ces ascensions tout simplement de fatiguer les organismes qui commencent à l'être fatigués après 250 km de course. Et puis c'est la zone des plats pays, c'est la zone de Flandre où l'on va encore
encore chercher une autre difficulté. Voilà les noms qui s'inscrivent sur l'écran, des 10 hommes de tête. Vous voyez qu'il y a là pratiquement tous les favoris. Rappelons que Fignon n'avait pas pris le départ, de même que Greg LeMond. Devant toujours Steve Bauer, et puis qui regarde qui est-ce qui va bien l'aider à prendre les relais. Van der Arden qui n'est pas très actif et qui s'attend peut-être à une arrivée au sprint avec Kelly. Il y a aussi Criquelion qui est en train de manger pour éviter le coup de fringale en fin de course. Il y a Van der Poel, je vous l'ai dit, le vainqueur de l'an dernier, toujours aussi frais, jamais aucun signe de fatigue. Il y a Marc Sergent, le champion de Belgique. C'est là la sélection définitive, mais on ne sait pas encore. Évidemment, dans cette sélection apparaît Kelly. Il y a aussi Roux, Van Olen et Pepper qui est venu donner un coup de main à Van der Arden, sans oublier Ludo Peters. Ils sont 10 devant. Quand arrive, et c'est le 3e round de ce match d'observation, le Gerhardsberg, vous pouvez les applaudir, c'est déjà la sélection définitive. Le Gerhardsberg, c'est le mur du Grammont, à 25 km de l'arrivée, un pourcentage à 25% sur 50 mètres pavé, et c'est là Van der Arden qui fait le forcing avec Kelly dans sa roue. On voit le maillot de champion de Belgique de Sergent juste derrière. Déjà, certains lâchent prise, mais finalement, ils réussiront sur le faux plat un peu plus loin à retrouver le groupe de tête, avec en particulier Van der Arden, Kelly, Sergent, Van der Poel. Il avait écrit Kelly, Rox, Van Dol, Elm, etc. Et puis, on se dit, là, c'est fini maintenant, il va y avoir une arrivée au sprint. Pas du tout. Surveillez le maillot jaune en 5e position. Il va partir sur la droite de la route. C'est grâce à l'hélicoptère que nous avons ces images. Et là, ce maillot jaune, on ne l'attendait pas, c'est Claudie Criquelion. Claude Criquelion, le Wallon, jamais un Wallon n'a remporté le Tour des Flandres. Il a prouvé déjà dans l'international dimanche qu'il marchait remarquablement. Sergent va donner à un moment l'illusion de pouvoir revenir en amenant dans sa roue Pépère. Mais vous allez voir la prochaine image, Sergent se retourne et là, ils vont retomber dans la roue de Criquelion. Mais oui, ils sont là, à une portée de fusil, à 50 mètres, même pas. Non, pas du tout. Sergent va se relever, Pépère n'aura pas la force d'assurer le relais définitif, si bien que Criquelion arrivera avec 1 minute d'avance à Merbeck et remportera, je vous l'ai dit pour la première fois dans l'histoire, un Wallon enlève le Tour des Flandres, ce 71e Tour des Flandres. 1 minute derrière l'arrivée de Criquelion, les battus qui se sont un peu trop regardés peut-être, les battus c'est-à-dire les sprinteurs qui s'attendaient à en découdre, mais c'est uniquement pour la 2e place. Et là dans l'ordre c'est Kelly devant Van der Arden, Bauer, Sergent, Roux. Et puis derrière on voit aussi les Français comme Christophe Lavenne qui est 12e, Madio qui vient de 2e, je parle de Yvon Madio, et 35e, l'équipier de Laurent Fignon, qui n'est autre que Charlie Motet. Je vais me déplacer maintenant pour m'approcher de l'absent de ce Tour des Flandres. Je crois que je suis obligé de changer de micro. Non, pas la peine. L'absent de ce Tour des Flandres, c'est-à-dire Laurent Fignon. Bonjour, bonsoir. Alors aujourd'hui, journée de repos? Non, entraînement. Entraînement. Oui. Combien de kilomètres? Moi, j'ai fait 4 heures. J'ai eu Cyril Guimard au téléphone, je lui ai demandé pourquoi vous n'étiez pas au Tour des Flandres. Il m'a dit que normalement c'est une zone de pluie, c'est une zone de vent, c'est des boues. Vous avez fait l'expérience déjà au Haute-Volk, c'est beaucoup de boue sur les bas-côtés en particulier. Et là, il n'est plus possible, vous, coureurs à lunettes, de pouvoir choisir votre route et surveiller vos adversaires. Vous n'y voyez presque plus rien. Oui, j'ai beaucoup de problèmes lorsque la route est boueuse et très humide. Parce que les dépôts de boue, les projections de boue des roues devant moi me masque les lunettes. Vous aveugle, oui. Absolument plus rien voir. Et c'est beaucoup de risques lorsqu'il y a des secteurs pavés. Il n'y a pas de solution avec les verres de contact? J'aime pas trop les verres de contact, j'ai les yeux qui sont très peu humides et ça peut poser des problèmes. Dès que vous attrapez une petite saleté dans les yeux, il faut enlever les lentilles, c'est automatiquement la course perdue. Qu'est-ce que vous pensez de cette course aujourd'hui? Un peu étonnante parce que d'abord les conditions atmosphériques étaient différentes. Oui, quand les conditions atmosphériques sont belles comme ça, la course est moins difficile, mais là on a vu qu'il n'y avait plus que 10 coureurs très vite au Koppenberg devant. Et sous un beau temps, c'est assez rare. L'année dernière, il y avait encore 35 coureurs au pied du mur de Grammont, alors qu'il faisait plus mauvais. Donc la course a dû quand même être difficile, il y avait peut-être beaucoup de vent, et malgré tout, on a eu un très très beau vainqueur. Alors ce qui est étonnant, c'est que les conditions atmosphériques changent complètement le jeu, puisque normalement, vous avez les mêmes coureurs, les Flandriens en particulier, les hommes rudes et les hommes habitués à ce type de parcours, qui sont présents aussi bien dans Paris-Roubaix, le 2e dimanche d'avril, que le 1er dimanche d'avril pour le Tour des Flandres. Et aujourd'hui, c'est un homme plutôt fait pour les classiques ardennaises, Liège-Bastogne-Liège, Claude Criquelion, c'est pas un homme des pavés qui l'emporte. Oui, il faut dire quand même que Claudie, oui, marche énormément, et puis c'est un homme de classique aussi. Il a quand même gagné la Flèche Wallonne, le championnat du monde, qui sont des courses d'un jour. Et on l'a vu arriver depuis Paris-Nice, il commençait vraiment à marcher, à tirer au Critérium international aussi. Et on savait qu'il serait dans le coup, l'année dernière il était déjà dans le coup. Et là, Claudie a fait un exploit. Il se cherche un peu le cyclisme belge. Hein. On attend la succession de Merckx. Van der Arden, c'est pas tout à fait ça. On parle beaucoup des jeunes, mais enfin, il faut les laisser venir. Il faut toujours attendre un petit peu. C'est vrai qu'après l'ère de Merckx, qui a été tellement fantastique, on se retrouve un peu démunis, mais je pense qu'il y aura de nouveaux coureurs belges.
tout simplement, il faut leur laisser le temps d'arriver, pas dire tout de suite que c'est le futur Merckx. Laurent Fignon, si je vous ai aussi invité, c'est non seulement pour parler du Tour des Flandres et de cette grande classique, mais également pour en savoir un peu plus sur vous. Je vous ai suivi depuis le début de saison. D'abord, est-il vrai que vous avez roulé énormément, vous êtes bien entretenu cet hiver, vous avez fait les 6 jours, etc. Donc vous êtes arrivé normalement en début de saison, en bonne condition, avec combien de kilomètres? 4000 déjà? Oh, pratiquement 5000 même, 5000. Oui. Oh, peut-être même un peu plus, parce que j'ai fait 2-6 jours, qui font quand même 12 jours de course. Et bon, c'est pas classique, hein. Là, généralement, on roule beaucoup plus à l'entraînement. Mais j'avais choisi cette année d'être très tôt en forme pour pouvoir gagner des courses très tôt, être dans le coup dans Paris-Nice et tirer Milan-San Remo et le critérium international. Alors là, on vous a suivi, on s'est aperçu qu'il y avait d'abord 2 super depuis le début de saison, c'est les 2 Irlandais, Kelly et Roche, ils l'ont prouvé dans Paris-Nice, et ils l'ont prouvé avec Jean-François Bernard, qui était pas mal non plus, et puis Éric Boyer, et puis ils l'ont prouvé ensuite au critérium international en dominant encore le lot. Et on a vu Laurent Fignon arriver, mais j'allais presque dire un peu à l'étage au-dessous. Mais vous savez, dans les bons, mais pas encore dans les très bons. Ben, vous savez, les très bons, il n'y en a que 2 pour l'instant, c'est Kelly et Roche, et puis ça fait 6 ans que ça dure. Kelly a gagné, depuis que je suis passé pro, c'est-à-dire depuis 82, Kelly a gagné Paris-Nice. Ouais. Il a gagné 3 ou 4 fois l'international, il a fait 3 ou 4 fois le doublé, il a gagné Milan-San Remo, Roche c'est pareil, il a gagné plusieurs fois une Paris-Nice, le critérium international, tous les ans c'est la même chose. Et moi d'habitude, à cette époque de l'année, je suis toujours un peu en dessous, mais beaucoup plus en dessous que cette année, parce que tout simplement le froid ne me réussit pas. J'ai très peu de graisse sur le corps, je dois avoir 6% de graisse dans le corps, et c'est très peu par rapport à la moyenne qui doit être de 12 ou 13%. Alors j'ai toujours très froid, et tant que la température est en dessous de 12 degrés, je commence à perdre de mes moyens. Ce qui fait qu'actuellement, je dois évoluer à peu près à 85% de mes possibilités, ce qui est déjà énorme par rapport aux autres années, alors où je devais évoluer à peu près à 70%. Pas de Paris-Roubaix? Non plus. Alors la première course avec la chaleur, d'après ce que vous venez de nous dire, ce sera vraisemblablement la Flèche Wallonne que vous aviez enlevée l'an dernier. Il fait pas toujours beau. Puis Liège, Bastogne-Liège. Oui, enfin c'est les 2 prochains objectifs en tout cas. Et puis ensuite évidemment les rendez-vous de l'été. Tout pour le Tour de France? J'ai le Tour d'Espagne aussi tout de suite après. D'ailleurs la coupure que j'ai faite là en ce moment, c'était un peu en prévision des 2 classiques et du Tour d'Espagne. Est-ce que vous avez des signes qui vous prouvent que vous retrouvez, peut-être pas encore au très haut niveau, mais le coup de pédale que vous recherchiez depuis quelques mois? Oui, les signes, c'est que je marche en début de saison malgré le froid. Je ne suis pas au super top comme à l'époque du Tour de France, mais je suis déjà à un excellent niveau. Je suis tout de suite après Roche et Kelly, qui sont vraiment au-dessus. Et donc c'est très encourageant pour la suite. Ça prouve, je pense, que je suis revenu à mon meilleur niveau. Est-ce que vous avez parlé avec Bernard Hinault du fait justement de revenir comme ça après une opération? Est-ce que vous avez pratiquement les mêmes sensations? Vous avez dialogué avec lui un peu? Il a connu la même expérience? Oui, c'est à peu près la même expérience, sauf que Bernard était un petit peu moins longtemps que moi. Et bon, les organismes réagissent différemment. J'ai eu d'autres problèmes, quelques fractures, une maladie, qui ont toujours retardé un petit peu l'échéance. Mais enfin, le principe est le même. Il faut approximativement pour 2 mois d'arrêt, 4 mois d'entraînement et de reprise. Donc si on a arrêté 9 mois, il faut 18 mois, enfin, etc. C'était similaire. Le Tour d'Espagne, c'est pour le gagner ou c'est pour se roder? Non, je crois que, comme je l'ai toujours dit, à partir du moment où on a gagné le Tour de France ou des grandes courses, on ne peut pas s'aligner dans une très grande course en disant c'est pour m'entraîner. Non, je vais aller au Tour d'Espagne comme à la Flèche Wallonne et à Liège-Bastogne-Liège pour tenter de gagner. Alors on saura véritablement si on a retrouvé le grand Laurent Fignon à l'issue du Tour d'Espagne. C'est toujours aussi le même problème. Le Tour d'Espagne a toujours des conditions atmosphériques difficiles, mais enfin sur 23 jours, je pense que je peux tirer mon jeu et j'espère en tout cas réussir quelque chose de très bien. Dites-moi, ils ont les dents longues, hein, les jeunes là. Moi je les vois un peu arriver au sommet. Jean-François Bernard qui gagne aujourd'hui le Grand Prix de Rennes, qui a fait un très très beau début de saison, qui confirme contre la montre, et ça c'est vraiment l'épreuve de vérité, tous ses talents. Il y a Éric Boyer qui m'a surpris aussi, il y a Pinsec qui confirme son Tour de France. Il y a la place de premier français à garder pour vous et à prendre pour les autres. Écoutez, je ne l'ai pas la place de premier français, car si l'on regarde le classement FICP Vélo, c'est Charlie Mottet qui l'a. Je crois qu'on l'oublie un petit peu, Charlie, de temps un peu trop souvent, car c'est quand même un coureur qui a gagné les Grands Prix des Nations, le Tour de l'avenir. On l'a pas vu tellement depuis le début, il a fait un grand championnat du monde. Il a eu une intoxication là, les derniers jours, il était présent au Tour des Flandres, c'était sa reprise. Donc je crois qu'il faut attendre aussi un peu les chaleurs pour Charlie, qui lui aussi est quelqu'un qui redoute le froid, mais je crois qu'il sera là pour les grandes courses à venir. Vous avez connu les honneurs, les grandes victoires, les sollicitations extérieures, vous avez connu aussi une autre vie de par votre notoriété. Vous refaites le métier complètement là, à fond, tous les sacrifices? Oh là là, pire que ça. Je peux vous dire qu'actuellement j'ai 10 000 km dans les jambes, que j'ai arrêté l'année dernière de courir donc après le Tour de Lombardie,
j'ai arrêté 8 jours, j'ai recommencé à rouler, j'ai arrêté encore 8 jours, et j'ai commencé à rouler. Donc, ce qui fait que pratiquement en 2 ans, j'ai arrêté 15 jours. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent il n'y a pas de mauvaise expérience, il n'y a que des expériences? Je crois qu'ils ont totalement raison. Il faut tirer les bonnes choses et les mauvaises choses de toutes les expériences, mais chaque expérience a un côté positif, c'est sûr. Qu'est-ce qui va gagner Paris-Roubaix? Qui va gagner Paris-Roubaix? Moi, je pense que Kelly va être revanchard. Je parierais sur Kelly, encore une fois. Qu'est-ce qu'on vous dit, merde? Ne dites pas merci. Ne dites pas merci. Merci Laurent Fignon d'être venu ce soir pour nous éclairer un peu sur votre forme avant les prochains rendez-vous, en particulier le Tour d'Espagne. On va parler football maintenant. Alors là, je me suis penché sur les parcours respectifs des 2 leaders du championnat de France. 4 déplacements sur 7 rencontres pour les 2 clubs. Déplacements difficiles pour Marseille face à Nantes, Nice, PSG et Monaco. Ça, c'est pour le futur. Relativement plus facile pour Bordeaux, Monaco, Laval, Brest et Metz. C'est peut-être là la clé du championnat. Un parcours un peu plus tendre pour Bordeaux que pour Marseille, qui à l'issue de la dernière journée de championnat occupe, vous le savez, la tête du championnat de France. On rejoint Yves Kupferminck. À une semaine du choc Bordeaux-Marseille, les Phocéens ont pris un petit avantage psychologique en prenant seuls la première place du championnat de France. 4 buts marqués face à Sochaux, l'OM est en pleine réussite, comme le prouve ce but incroyable marqué par le Sochalien Franck Sauzet contre son camp. Et comble de malheur pour ce jeune franc-comtois, il va même réaliser un doublé 9 minutes plus tard, en déviant à nouveau dans ses buts un tir de Giresse qui passait à côté. Pas de chance pour Sochaux, d'autant qu'en deuxième période, c'est encore sur une erreur de la défense que Mérieux inscrit le 4e but marseillais. Score final 4-0, de quoi envisager en toute sérénité le prochain déplacement à Bordeaux. Pas de surprise au cours de cette 30e journée, Toulouse, Auxerre et Monaco, les 3 prétendants européens se sont imposés à domicile sur le même score de 1-0. Pas de victoire à l'extérieur et seulement 3 matchs nuls, Nancy et Saint-Etienne perdant un nouveau point sur leur terrain. Au classement, à 8 journées de la fin, Marseille a donc un point d'avance sur Bordeaux, Toulouse est à 6 points, Auxerre à 7. En bas du tableau, à partir du RC Paris 15e, aucune équipe n'est à l'abri de la relégation. En deuxième division, dans le groupe A, Niort, accroché à domicile par Beauvais, 2-2, a toujours 5 points d'avance sur Caen et 6 sur Mulhouse, tenu en échec à Abbeville. Alors que dans le groupe B, Lyon et Montpellier, tous 2 vainqueurs à l'extérieur, restent au coude à coude. Lyon a 1 point d'avance sur la Paillade qui a 1 match de retard. On passe maintenant aux buts étrangers en commençant par la Belgique où se déroulait hier le match au sommet entre les 2 leaders. Anderlecht en maillot blanc recevait le FC Malines. Et c'est Anderlecht qui ouvre la marque à la 9e minute sur cette ouverture de Janssen. Tir de Vercotteren détourné par Rudges, le stopper hollandais de Malines. L'Olympique de Marseille fait déjà école, mais les comparaisons entre l'OM et Anderlecht s'arrêtent là, puisque Malines égalise sur ce coup franc de l'Allemand Benfeld. Score final 1-1, les 2 équipes restent à égalité en tête du championnat.